Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et merci de votre fidélité à votre émission Entretien. Nous sommes ensemble pendant 3 quarts d'heure pour cet échange avec un invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Maître Richard Mpinda, coordonnateur de la plateforme Yabiso Mpinda et communicateur de l'Union Sacrée. Maître Richard, bienvenue parmi nous. Merci, merci aux téléspectateurs, merci à vous de nous recevoir, mes civilités à tout le monde. Maître Richard Mpinda est ici avec nous pour justement parler de l'actualité qui, vous le savez, est dominée par la présence du roi des Belges en République démocratique du Congo, prend séjour à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Il se rendra aussi à Bukavu, d'après ce que prévoit le programme. La République démocratique du Congo attend aussi un autre invité de marque. D'ici là, ce sera le pape François Ier, le premier pape à venir en République démocratique du Congo depuis 1985. La dernière fois, c'était le pape Jean-Paul II. C'était pour la béatification de Anuarite Nengapeta. Exact. Avec M. Richard Mpinda, nous allons aussi parler aussi du reste de l'actualité politique de l'heure en RDC. Je sais que Félix Tshisekedi est en train de faire à la tête du pays avec ce petit cri qui a été lancé par certains Kinois lors du passage du cortège présidentiel et royal. Maître Richard Mpinda, le roi des Belges est ici en République démocratique du Congo. C'était sur invitation de Félix Tshisekedi. Exactement, c'est ce qui est tout à fait normal. Et quelle était la raison qui a motivé cette invitation du roi? Alors, de prime abord, je voudrais d'abord poser les jalons. Et avant d'y aller, je voudrais d'abord présenter au nom de la plateforme et aussi au nom de l'Union Sacrée dont je suis communicateur, le soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, parce que ces vaillants hommes et femmes sont au front pendant que nous sommes tranquillement assis tels quels et qu'ils défendent et aussi l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je voudrais en revenir ici pour poser encore un autre préalable, c'est-à-dire que nous sommes ici en matière de coopération ou de relations entre États. Que représente aujourd'hui la Belgique pour nous, le Royaume de Belgique? Nous avons un passé lourd, et aussi, comme l'a dit le président de la République, c'est-à-dire qu'un passé à la fois douloureuse et aussi, comment dire, glorieuse. Douloureuse pourquoi? Tout simplement parce que nous avons connu des affres pendant, moi je dirais même de la Belgique, c'est un royaume génocidaire, tout simplement par où nous sommes passés, nous avons connu des moments de pleurs, de tristesse, d'esclavagisme, des moments, des peines, des moments douloureuses, si on peut le résumer ainsi, eh bien, qui a entraîné, entre autres, la confiscation de certains biens qui nous appartenaient, c'est-à-dire les arts et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. D'une autre part aussi, des vies qui sont parties comme ça. D'une autre part aussi, le pillage systématique de nos richesses. Et d'une autre part, vous avez aussi la République démocratique du Congo, à côté de la Belgique, a participé à la guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est grâce à la République démocratique du Congo, il faut se le dire, parce que les matières premières qui devaient éventuellement être épuisées ici pour éventuellement contribuer à cette guerre mondiale portent la marque DRC. Des moments glorieux, pourquoi? Parce que aussi, lorsque nous sommes en 1960 jusqu'en 1975, la République démocratique du Congo occupait une place importante, c'est-à-dire même dans le concert des nations, ce qui voudrait tout simplement dire ici que nous étions mieux que la Corée du Nord. Et qu'est-ce que nous en sommes devenus aujourd'hui? C'est-à-dire que nous avons connu aussi des bons temps, pour ne pas dire que c'est plus que ce que nous avons connu sous sur les tortures et tout ce qui va avec, sous l'époque coloniale, mais du moins nous avons aussi connu des moments affreux. Et l'importance de cette visite aujourd'hui? Oui, je vais en venir. Alors aujourd'hui, nous disons de nous, parce que nous avons parlé, nous en ce qui nous concerne, nous parlons de la diplomatie agissante, et pendant que nous sommes agressés par le Rwanda, le roi Léopold II s'affiche aux côtés de la République démocratique du Congo. Politiquement et diplomatiquement, c'est un message que l'on transmet. Aujourd'hui, vous avez suivi, j'ai rigolé tout à l'heure ici, parce que j'ai lu sur satellite, sur Twitter, il y a Koulma Topé qui dit que le roi de Belge aille dire au Rwanda, ok, où sont situées les limites de la République démocratique du Congo. Lorsque l'AFDEL arrive au Congo, en République démocratique du Congo... Ok, Maître Richard Mpinda, je peux finir ma phrase, s'il vous plaît. Non, c'est dans cette même logique-là. Oui. Je voudrais finir ma phrase ici. Lorsque l'AFDEL arrive en République démocratique du Congo,
le tout premier acte que l'AFDEL et alliés ont commis, c'était de prendre tout ce que l'on avait comme archives et de les brûler au niveau du Palais de la Nation. C'est-à-dire que entretenir de très bonnes relations avec le Royaume de Belgique nous permet de résoudre le problème de Banyamulenge. Entretenir de très bonnes relations avec la Belgique nous permet à nous de pouvoir mettre fin à cette histoire de limitation de nos populations de l'Est, de la limitation des frontières de la République démocratique du Congo. Ok, ce qui est sûr, le roi des Belges, il est ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est en train d'être fait exactement pour vous avez posé la question de savoir à ces questions, justement? Qu'est-ce qui justifie sa présence? C'est ce que nous voulons savoir, oui. Qu'est-ce qui justifie sa présence? Non, ce n'est pas ce que vous voulez savoir. Ce que j'ai dit ne vous intéresse pas apparemment. Puisque je suis en train de répondre à votre question ou que vous vouliez que je réponde selon vos mots à vous. Ça, je ne peux pas faire. Je le réponds selon mes mots à moi. Alors, je vous dis, entre autres, c'est-à-dire que nous pouvons aussi, aujourd'hui, par exemple, les bâtiments que nous avons qui abritent l'université de Kinshasa, par exemple, c'est l'œuvre de l'Union européenne, plutôt que ce que j'ai dit de la Belgique. Nous avons des routes qui nous ont été laissées. Nous avons le rail qui nous ont été laissés. Nous pensons que nous pouvons partager avec la Belgique l'expertise qu'ils ont pour permettre à ce que nous puissions éventuellement développer notre pays. La présence aujourd'hui de la Belgique, nous l'avons dit, lorsqu'ils ont tenu leur discours, ils vous ont dit aussi militairement, nous savons le DSP et consorts à l'époque de Mobutu, CETA et consorts, la plupart de ces militaires-là étaient formés par la Belgique. Nous pensons que militairement, ils peuvent aussi nous aider. Nous avons besoin des alliés aussi pour sécuriser notre pays, sécuriser l'intangibilité de nos frontières, ainsi de suite. Donc nous pensons que l'apport de la Belgique est aussi important et significatif pour que la République démocratique du Congo fasse entendre sa voix au sein de l'Union européenne, auquel le Royaume de Belgique joue un rôle important, et aussi au sein de l'OTAN, puisque l'OTAN joue aussi un rôle déterminant, mieux encore au Conseil des Nations Unies, de sécurité des Nations Unies, parce que les Nations Unies l'Europe plutôt occupe deux sièges au sein de membres permanents, et nous pensons que nous aurons un allié de taille pour éventuellement continuer à faire entendre notre voix. Et Maître Richard Mpinda, vous, en tant que communicateur de l'Union sacrée, quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu ces vidéos qui circulent au passage du cortège présidentiel et royal, des Quinois qui crient « Tozana Nzala, Tozana Passi », donc nous avons faim, nous sommes dans la souffrance. Quelle a été votre réaction? Déjà, il faut, recadrer votre communication sur ce point-là. Non, c'est seulement une question. Non, je recadre d'abord ce que vous dites. Ce ne sont pas des Quinois, c'est un Quinois, puisqu'on n'entend qu'une seule voix. C'est lorsque le cortège du roi des Belges passe. Un Quinois, j'insiste, c'était sur, comment on appelle ça déjà, Sosimat. Le cortège du président de la République passe, un Quinois qui sort, qui dit « Roi belge, Yebisa Fachi Tozana Nzala ». Il a parlé pour lui, il a engagé sa responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un Quinois qui a parlé, il est libre de dire ce qu'il veut. Ah, donc dans ces images, il n'y avait qu'une seule personne qui parlait, d'après vous? Non, pas d'après moi, selon la vidéo que j'ai ici avec moi aussi. J'ai situé même le lieu où c'était. Un seul Quinois. Alors réagissez un peu alors par rapport à ce ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que les conditions des Congolais sont meilleures, non, pas du tout. C'est un Quinois qui s'est exprimé, ok? Ça ne veut pas dire que les conditions des Congolais sont meilleures. Mais moi, je pense qu'on devait être sur les choses fondamentales que de parler d'un cas isolé qui, en soi, n'a pas d'impact sur la visite du roi des Belges, ici au Congo. Oui, ça n'a pas même s'il devait, écoutez, les rois de Belge, il sait que nous sommes dans un État souverain dont il n'a pas la latitude de pouvoir s'ingérer dans la politique interne, raison pour laquelle j'ai dit ces cas isolés ne représentent rien par rapport à la coopération belgo, que j'aime bien dire congolo. Alors pouvez-vous alors nous donner du contenu à ce que vous appelez la diplomatie agissante? On entend beaucoup parler de ça. C'est quoi un peu cette diplomatie agissante? En d'autres termes, vous me demandez de revenir sur ce que je venais de vous dire. Non, donnez-nous un contenu. Mais le contenu que je vous ai donné, je vous reviens encore là-dessus. Je vous dis que la Belgique, elle est, je pense, non, je ne parle pas de la diplomatie agissante, je pense. De manière générale. Je vous prends encore un autre cas de la diplomatie agissante, qui est extrêmement manifestée. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Quel est l'impact sur la République? Nous avons été au Kenya, en tant que membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, au sommet, au mini-sommet du Kenya. Il y a eu des résolutions qui ont été prises. La première
disposition voulait que tous les groupes armés, j'ai dit bien tous les groupes armés, puissent déposer les armes. Et les autres l'ont fait. Vous avez la Codeco qui a déposé les armes, vous avez FICOFI, quelque chose comme ça, a aussi déposé les armes. C'est-à-dire que les groupes sont en train de les faire. Qui ont manifesté les intentions. Non, non, non. Ils ont déposé les armes et ils ont même menacé leurs membres en leur disant ceci, que si un des membres, comment dire, continue à faire la rébellion, ils vont les traquer, les prendre, à les mettre devant la disposition de la République, ainsi de suite, tout ça. C'est ça le dépôt des armes. Je ne sais pas si, quand vous dites intention, vous avez des actes contraires qui prouvent qu'ils n'ont pas déposé les armes ou qu'ils sont allés se battre. Pas du tout. Vous n'en avez pas. C'est qui pour dire tout simplement qu'ils ont déposé les armes. Et ils ont même dit, s'il y avait même des fractions qui tenteraient éventuellement de faire échouer cette démarche-là, ils le feront. Alors la deuxième option, la deuxième clause qui avait été prévue, c'était de traquer tous ceux qui ne déposeraient pas et ils seront considérés comme étant de mouvements négatifs. Et au jour d'aujourd'hui, pendant que vous et moi nous parlons, c'est-à-dire que les chefs d'État, les chefs d'armée, des armées des États de l'Afrique de l'Est se sont réunis pour constituer des troupes qui vont maintenant sur terrain traquer ces forces-là. C'est la conséquence d'une diplomatie agissante, comme nous le disons, qui a démontré à suffisance. Au niveau de l'agression du Rwanda, nous avons porté haut notre voix. Cela a eu pour conséquence. D'ailleurs, si vous lisez toutes les déclarations qui ont été faites par les représentants des États de l'Afrique, plutôt les États au sein du Conseil de sécurité, ainsi de suite, tout ça, vous avez... ils concluent tous pour dire ceci, que la voie militaire en elle-même ne suffit pas, il faille à ce que vous puissiez aussi dialoguer. C'est pour dire qu'ils reconnaissent aussi que nous devons procéder militairement, mais outre militairement, nous devons aussi dialoguer avec les autres pour préserver la paix. Je me réjouis par ça, je comprends aussi la population qui soutient le chef de l'État, qui soutient aussi les militaires des FARDC, l'ont démontré. À ce jour, la population de Goma n'achète plus un bien qui vient du Rwanda. C'est comment dire, c'est aussi une guerre économique que nous faisons. D'ailleurs, la suspension de Rwandair, et ce qui démontre à suffisance que, unanimement, tous comme un seul homme, nous tenons pour éventuellement que la République puisse faire entendre sa voix. Et diplomatiquement, c'est valable et c'est assez agissant. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi qui change tout d'un coup de position, qui traitait Kagame d'un frère, d'un ami, alors que les critiques lui démontraient clairement qu'il ne fallait pas faire confiance en Kagame. N'avez-vous pas l'impression qu'avec ce régime, il y a eu du temps qui a été gâché inutilement? Je voudrais d'abord revenir sur cet aspect de la fraternité dont on fait allusion. Le revirement à 180 degrés. Vous êtes... Il n'y a pas eu de revirement. Jusqu'à preuve du contraire, Kagame continue d'être le frère de Tshisekedi, c'est-à-dire mon frère aussi. Très bien. Et le vôtre aussi. Je voudrais m'expliquer pour dire ceci. Vous m'avez dit autrefois être originaire du Bas-Congo. Moi, je suis originaire du Kasaï central. En quoi vous et moi, nous sommes frères? Nous sommes frères parce que nous appartenons à une même communauté, c'est-à-dire que nous sommes Congolais. Kagame est le frère de Tshisekedi. Kagame est votre frère. Le Rwandais Landa est notre frère. Pourquoi? Parce que nous appartenons tous à une même communauté. J'ai dans mon église, The Way International, des frères qui sont originaires des États-Unis, de l'Inde, de la France. Ils sont mes frères. Pourquoi? Parce que nous partageons avec eux quelque chose en commun, la parole de Dieu. Vous partagez avec moi le Congo. Kabila, Tshisekedi partage avec Kagame la République, plutôt l'Afrique. Ce qui voudrait tout simplement dire que nous sommes frères parce que nous avons des choses en commun. Mais cela ne justifie pas que le Rwanda puisse nous agresser. Cela ne justifie pas que le Rwanda puisse nous infiltrer. Donc dire de Kagame que c'est un frère, c'est tout à fait un fait banal. En principe, ça ne devait pas nous préoccuper. Pourquoi? Parce que c'est une réalité inchangée et inchangeable. Mais si je prends votre exemple, je pense qu'on peut aussi vous prouver le contraire. C'est-à-dire? Quand vous dites que Kagame est un frère parce que nous partageons le même continent qui est l'Afrique, mais Kagame ne marche pas selon la vision des panafricanistes.
est-ce pourtant... Et de surcroît, il n'est pas son frère. Vous avez dit, vous pensez... Parce que Jésus lui-même l'avait dit, pour ce qui concerne les chrétiens. Qui est mon frère? C'est celui qui met en pratique la volonté de mon Père. Restons dans votre logique. Parce que Kagame ne marche pas dans la vision des panafricanisme, ok? C'est-à-dire que vous, pour vous, puisqu'il ne marche pas, il cesse d'être africain. Et il n'est plus du continent africain. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous ai opposé votre réflexion. Non, non, vous avez cru m'opposer. Qui est mon frère? Non, mais c'est ça cette question. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Jésus l'avait posée. Peu importe. En ce qui concerne les chrétiens. Peu importe. Et frère, celui qui fait la volonté de mon Père. Tous les juifs ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire qu'on peut considérer les juifs... Et frère africain, celui qui s'inscrit dans la vision du pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et frère africain, c'est celui qui partage d'abord le continent africain. Je ne partage pas votre conviction politique. Et africain, mais pas frère africain. Ne partage, il est frère africain. Il est africain, il partage le truc, il partage le continent. Vous êtes moins congolais parce que vous ne soutenez pas Tshisekedi. Moi, je suis de l'UDPS. Je partage la vision du président de la République. Ce n'est pas parce que vous ne partagez pas la vision du président de la République que vous n'êtes pas congolais. Vous êtes congolais au même titre. Non, ne m'opposez pas quand même. Non, moi, je vous ai reçu. Non, moi, vous m'avez reçu. Moi, je suis un journaliste. Non. Ne me prêtez pas quand même des intentions. Non. Comment ça? Non, quand même. Comment ça? Parce qu'on sait déjà le voir dans votre langage que vous ne partagez pas la logique du Tshisekedi. Mais voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas parce que vous ne partagez pas la logique de Tshisekedi que vous n'êtes pas congolais. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que Kagame ne partage pas la logique panafricaniste qu'il cesse d'être africain. Il est frère africain. Il est africain. Vous êtes frère congolais. Vous êtes frère congolais. Pourquoi? Parce que nous partageons avec vous le Congo en commun. Et si nous étendons cette réalité en Afrique, c'est-à-dire que Congolais et Africains, nous le sommes. Kagame, c'est un frère contre Kagame. En soi, ce n'est pas ce qui devait attirer notre attention. Ce qui devait attirer notre attention, c'est ce qui est plus fondamental. Nous devrions parler de l'agression dont nous subissons du Rwanda, au lieu de parler de la fraternité. En mon entendement, c'est futile. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est celle-là. Kagame est un frère africain. Et la réalité est que Félix Tshisekedi vient aussi de se réveiller. Il ne faut pas faire confiance en Kagame. Félix ne s'est pas réveillé. Il vient à peine de se réveiller. Ça, c'est votre point de vue. Raison pour laquelle j'ai dit, puisque vous ne partagez, vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là, parce que vous ne partagez pas la vision de Tshisekedi. Voilà ce qu'il a fallu faire pour Tshisekedi. Nous avons hérité d'un État, dans un État chaotique. Ah bon? Exact. Tshisekedi a hérité d'un État chaotique? Tout à fait. Ah bon? Je peux vous le montrer. Et que dire de Joseph Kabila qui est venu au pouvoir avec un pays fractionné en quatre? Non. Je vous ai dit que Tshisekedi ne s'est pas réveillé maintenant. Tshisekedi a géré la République et continue de gérer la République en toute responsabilité. Il y fallut pour Tshisekedi, puisque je l'ai dit, que nous étions dans un pays qui était bradé à tout point de vue, du point de vue économique, du point de vue militaire, nous avons été énormément infiltrés. Il ne pouvait pas s'hasarder à prendre pareille position au départ. Il y fallut pour lui des pouvoirs d'abord au sein de l'armée, de s'assurer pour savoir qui lui sont loyaux, qui sont loyaux vis-à-vis de la République, et économiquement vouloir s'assurer de quoi fournir ce qu'il faut à notre armée. Et éventuellement s'assurer des coopérations avec d'autres États qui peuvent éventuellement nous aider à faire la guerre que nous avons, qui nous est imposée, ainsi de suite. Donc, ici, je voudrais tout simplement dire qu'il lui fallut pour lui prendre du temps, connaître ses adversaires, puisque chez nous, on dit, il faut savoir un poucout. Vous souffler, vous approcher, vous allez aller, mais jusqu'à un certain moment, vous allez. À un moment donné, lorsque Tshisekedi pouvait tenir un discours, c'est soit Karega qui devait sortir ou soit Kagame. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a un silence de l'autre côté là-bas parce que Tshisekedi l'a dit de manière claire. C'est-à-dire que si vous venez chercher les M23 chez moi, moi j'irai chercher, si vous venez chercher les FDLR chez moi j'irai chez vous chercher les M23. Et aujourd'hui, il y a un silence mort vis-à-vis de Kagame. Je pense tout simplement qu'il faut poser d'abord des préalables, ce qui avait été posé par le président de la République, et aujourd'hui, il a tiré des conséquences de ce comportement et du comportement de Paul Kagame. Et vous pensez que les consultations qui sont en train d'être menées avec les groupes armés vont produire des effets? Rectificatifs, ce ne sont pas des consultations. Ce ne sont pas des consultations. Qui dit consultation, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir votre avis sur une question. Non.
On est en train de les amener à intégrer les programmes qui est mis en place. Voilà l'innovation par rapport à cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mixage, il n'y aura plus de, de mixage et de brassage de forces militaires, ainsi de suite, tout ça. Ce qui est déjà une avancée significative. Et cette logique-là a été, nous l'avons imposée. Lorsque j'ai dit nous, j'ai dit la République démocratique du Congo. Maître Richard Mpinda, nous en avons assez dit sur ce dossier. Évoquons actuellement l'affaire Matata Ponyo, qui a été déjà classée, mais qui réapparaît. Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas de Matata Ponyo comme candidat à la présidence de 2023? Déjà, il faut comprendre une chose, que ce dossier n'a jamais été classé. Ça, c'est vous qui le dites. Cependant, la Cour constitutionnelle a pris un arrêt. L'arrêt décréta en fait, son incompétence, par rapport à l'ancien Premier ministre, c'est-à-dire Matata Ponyo. Alors, vous dites qu'on ne veut pas de lui en tant que candidat président de la République. Moi, j'ai dit non, mais nous avons des devoirs. Ça semble se présenter comme un acharnement. Heureusement que vous dites que ça semble se présenter comme un acharnement. Cependant, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas vous qui êtes poursuivi? Parce que vous n'avez pas de redevabilité vis-à-vis de l'État. Matata Ponyo a géré l'État et il doit rendre compte. Ce qui est tout à fait un fait normal. Mais venons-en à ce qui en est du point de vue technique. Vous savez, lorsqu'on lit l'article 168, si je ne me trompe pas, si j'ai encore bonne mémoire, on dit les présidents de la République et plutôt la Cour constitutionnelle et le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Et lorsque vous lisez, c'est l'article 168 qui vous dit que après, après condamnation, il est destitué de fonction. Il est destitué. Alors, les uns et les autres vous diront, bah, écoutez, il s'agit d'un président de la République ou d'un Premier ministre en fonction, d'où la nécessité, aucune juridiction ne peut le juger. Mais il faut savoir une chose, en droit, il y a un concept qu'on appelle la fiction de droit. Cette fiction de droit voudrait à ce que l'on puisse réfléchir d'une autre manière. Puisque le Premier ministre ou les personnes qui sont levées en dignité ont, moi je les appelle, ils ont des juridictions, des titres. On te poursuit pour le titre que tu as ou les titres que tu avais lorsque tu commettais l'infraction. Au-delà, c'est ça en fait la fiction qui voudrait, raison pour laquelle, puisqu'on peut le prendre tel quel, si on veut réfléchir comme tout le monde, on dirait que Matata Ponyo peut être poursuivi par les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance. Mais puisqu'il est doté ou il a joui des privilèges des juridictions, il ne peut plus être poursuivi par ces juridictions de droit commun. Voilà pourquoi Matata Ponyo, le statut actuel qu'il a, c'est le statut d'un ancien Premier ministre. Est-ce qu'il y a une juridiction qui peut juger un Premier ministre? Pas du tout. Il n'y en a aucune. C'est le statut qu'il a actuellement. C'est le statut qu'il a. Il a le statut d'ancien Premier ministre. Il a le statut de sénateur. Est-ce qu'on peut le juger en tant que Premier ministre, plutôt sénateur, pour des faits qu'il a commis lorsqu'il était Premier ministre? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut le juger en tant qu'ancien Premier ministre pour des faits qu'il a commis lorsqu'il était Premier ministre en fonction? Pas du tout. Maintenant, au-delà de cette fiction dont j'ai évoqué tout à l'heure ici, je vous évoque un autre principe de droit qui parle de la cristallisation. Alors, quel est l'intérêt de la cristallisation? L'intérêt de la cristallisation veut que l'on puisse considérer le moment de la commission de l'infraction, de retenir les faits et de retenir aussi la qualité. Lorsqu'il faut juger Matata Ponyo, on fait, dans cette logique de fiction de droit, on voudrait faire un voyage dans le temps. C'est-à-dire que dans cette fiction de droit toujours, on va faire une transposition. C'est-à-dire on retourne dans cette fiction-là vers le moment de la commission de l'infraction. Lorsque nous retournons au moment de la commission de l'infraction, nous ne disons pas de Matata Ponyo qu'il est Premier ministre en fonction, mais nous disons de Matata Ponyo qu'il est Premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. C'est-à-dire que l'incise, au moment de la commission de l'infraction, fait de la Cour constitutionnelle compétente pour attraire Matata Ponyo. Mais alors, la solution que j'attends, la Cour de cassation. Vous voulez parler de la Cour de cassation qui l'attend le 13 ici. Maintenant, à mon entendement, pour que nous ne puissions pas créer, ou l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne puisse pas créer un monstre de droit, il faille nécessairement à ce que la Cour de cassation puisse, cette fois-là, reconnaître son incompétence, c'est-à-dire l'incompétence à l'égard
du Premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction, oui, et d'indiquer quelle est la juridiction compétente pour éventuellement, et je pense à cet effet, il devra indiquer la Cour constitutionnelle. Mais c'est cette Cour constitutionnelle qui s'est déjà déclarée incompétente. Je vous ai dit tout à l'heure que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à l'égard de l'ancien Premier ministre, qui est un statut actuel. Okay. Présentement, il n'est pas Premier ministre, il est ancien Premier ministre, mais il était Premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. Je vais vous prendre une illustration pour mieux comprendre. Donc il ne sera pas jugé à la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation qui va signifier... Le bon droit, le bon droit aurait souhaité que la Cour de cassation puisse éventuellement, comment dire, se déclarer incompétente et éventuellement renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle se prononce et en indiquant qu'il était Premier ministre en fonction au moment de Mais que répondez-vous à tous ceux qui disent que c'est de l'acharnement parce que Matata Ponyo s'est déjà proclamé candidat président de la République? Je vous ai dit, cette affaire a commencé. Écoutez, disons que c'est de l'acharnement. C'est qu'on serait en train de flouer la population. Parce que le projet Bukanga Lonzo a eu lieu. On parle de 285 millions de dollars qui sont sortis. Et Matata Ponyo a géré avec l'équité billet qu'on sort. Pourquoi Matata Ponyo? Parce qu'il était ministre des Finances, ok, à l'époque, et il était Premier ministre. C'est-à-dire que l'argent ne pouvait sortir sans sa signature. Et tout était géré dans son cabinet. Alors, vous me dites que c'est un acharnement. Dites-moi que tout ça est faux et que cela n'a jamais eu lieu. Mais, si mais nous avons vu quand même des produits Bukangalos à un certain moment être exposés dans certains sites ici, dans la capitale. Le produit Bukanga Lonzo a été... Oui, à un moment donné, j'en ai même mangé les maïs, à un moment donné, sous Kabila, je me rappelle, ainsi de suite, tout ça, ok? Mais la question que vous posez n'est pas celle-là. Parce que ce n'est pas parce que vous avez vu le produit aujourd'hui, vous n'allez pas vous poser la question de savoir comment cela a été géré. Lorsqu'on parle de 285 millions de dollars, ce qui voudrait tout simplement dire qu'on devait avoir le parc automobile de Bukanga Lonzo et éventuellement penser aux mesures d'entretien. C'est dans les 250 millions de dollars. Mais Matata Ponyo pose aussi une question fondamentale. Il se dit, on dit Bukanga Lonzo n'a pas continué. Bukanga Lonzo n'a pas produit les résultats attendus. Mais Matata aussi pose une question. Mais pourquoi n'avoir pas continué avec un projet aussi important? Mais cette question, il la pose à qui? À ceux qui sont venus après lui. La question que vous devriez... la réponse à cette question-là est celle de savoir quels sont les fondamentaux, les prémices qui ont été posées par Matata Ponyo. Même s'il devait en être ainsi, comment a-t-on exploité cette parc? Qu'est-ce qui a justifié réellement le 285 millions de dollars? C'est ça la question que l'on se pose. On doit savoir comment a-t-on disposé. Ce n'est pas parce que vous venez me présenter une femme et que vous me dites que cette femme-là, elle est intacte, qu'il en est ainsi. Non, pas du tout. Je dois vérifier pour savoir si je dois prendre cette femme en mariage ou pas du tout. Je vous prenais une illustration par rapport à la compétence de juridiction, tout simplement, pour dire ceci. Je prends une illustration, je ne dis pas que c'est votre cas. Prenons que lorsque vous étiez mineur, c'est-à-dire que vous aviez 16 ans, que vous aviez violé une fille, une femme, et qu'arrivé à l'âge de 28 ans, on vous poursuit. La victime dit, cet homme m'a violé à cette époque-là. Oui. Les viols est imprescriptible. Oui. Alors, lorsque la femme dit telle qu'elle, on vous poursuit devant le cours des tribunaux. Qui sera votre juge compétent? Chez nous, nous disons que le juge compétent, c'est le juge de l'âge que vous aviez au moment de la commission de cette infraction de viol. C'est-à-dire que c'est la Cour constitutionnelle. Ce qui voudrait tout simplement dire ici que lorsqu'on évoque le principe de la cristallisation des faits infractionnels et aussi de la cristallisation de l'agent ou du sujet qui a commis ce forfait, on voudrait ramener à cette époque-là, en ces moments-là et dans ces circonstances-là pour éventuellement le juger du fait de Matata et du fait de celui qui viole, c'est-à-dire que le juge compétent est celui du moment de la commission de l'infraction, le juge constitutionnel, comme le dit la Constitution, et aussi de l'enfant, le juge pour enfant. Ok, Maître Richard Mpinda, vous nous avez suffisamment éclairé sur cette question. Nous allons maintenant aussi parler aussi du cas de Jean-Pierre Bemba, qui semble être inéligible. Oui, ces cas, en fait, l'inéligibilité des cas, en fait, d'ailleurs, c'est parti de la déclaration du vice-président de l'Assemblée nationale, qui était aussi président de la PAJ, commission PAJ de l'Assemblée nationale. Il a évoqué la question de l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba. Alors, il a été poursuivi pour
comment on dit, subornation des témoins. Et lorsqu'un arrêt de la Cour constitutionnelle vient pour éventuellement, comment dire, définir la subornation des notions ou faire un rapprochement entre la subornation des témoins à la corruption en droit congolais, c'est-à-dire qu'il y a une des conditions qui fait de lui inéligible. L'inéligibilité n'est pas une sanction. L'inéligibilité est la conséquence des conditions préalables pour éventuellement accéder ou concourir aux élections. Donc je pense qu'à cet effet, comme Joseph Kabila, comme Jean-Pierre Bemba, ils ne peuvent pas concourir. Mais seulement là où je ne partage pas l'opinion de uns qui pensent, j'ai suivi Mike Moukebaï qui dit que l'inéligibilité est une sanction électorale, j'ai dit non. Pas du tout. Pas du tout. Ici, je voudrais tout simplement dire que quand on parle de la loi électorale, on parle des conditions pour concourir et des conditions pour voter. Et la conséquence normale, c'est que Jean-Pierre Bemba, inéligible, pourquoi? Parce qu'il ne répond pas aux conditions. Le professeur Mbata a dit que c'était une éligibilité temporaire. Pourquoi? Parce qu'on peut révoquer son statut ou son casier judiciaire de condamné et éventuellement le rendre vierge. C'est-à-dire que c'est temporaire, ça peut changer. Maître Pinda, merci d'être venu oui, parmi en face nous. à face, volontiers, je serai là. Oui. Merci d'être venu parmi nous. Merci de votre intervention. Avec Maître Richard Pinda, nous avons parlé de l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo, la présence du couple belge, mais aussi la situation à l'est de la RDC et cette relation de fraternité qui, Maître Pinda, présente éternelle entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et quoique les situations peuvent changer selon les circonstances. Maître Richard Pinda, nous vous remercions. Vous êtes le coordonnateur de Yabiso Mpinda, qui jusque-là est une plateforme tout à fait qui n'est pas politique. Hein. C'est une plateforme politique. Politique, mais vous êtes de l'UDPS. Je suis de l'UDPS. Bon, ça va, vous aurez peut-être à nous éclairer là-dessus. Je vais tout à fait 3 secondes juste oui. pour éclairer l'opinion, parce que ça risquerait de rester tel quel. Lorsqu'on est dans une plateforme politique, c'est un regroupement et des partis politiques et des associations et tout ce qui va avec. Mais cela ne fait pas de moi, parce que si les partis politiques, les ASBEL, décident de me prendre comme président de leur regroupement, okay, cela ne fait pas de moi, comment dire, avoir violé la loi sur les partis politiques, puisqu'on dit on ne peut appartenir qu'à un seul parti politique. Et ici, les regroupements politiques veulent de moi tel quel, donc ça ne viole aucune disposition légale de la République. Donc je suis tel quel et puis j'évolue dans le respect de la législation en matière des partis politiques et tout ce qui va avec. Et ça sera votre mot de la fin. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous pris lors de notre numéro.